Bonjour et bienvenue sur Médian TV. La reine Elisabeth II a tiré sa révérence à 96 ans après 70 ans de règne à la tête du Royaume-Uni. Le monde entier lui rend un hommage et son fils, le désormais roi Charles III, lui succède au trône britannique. Bien que dépourvue de tout pouvoir, la monarchie britannique symbolise encore l'unité du Royaume-Uni. Avec notre invité, nous revenons sur le règne d'Elisabeth II, mais aussi ses relations avec le Maroc et sur les perspectives du règne de Charles III. Et notre invité, c'est Hassan Alaoui. Il est le directeur de publication du Maroc diplomatique. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous, Hassan Alaoui. Bonjour monsieur, cher ami, tout va Alors, bien? ça va très bien. Merci donc d'accepter notre invitation. Comme je le disais, la monarchie britannique et la monarchie marocaine, c'est des relations très anciennes et très solides, comme en témoigne donc ce message de condoléances envoyé par le roi Mohamed VI au nouveau roi Charles III, où il magnifie donc cette relation solide entre les deux pays. Alors, revenons un peu justement sur ces relations qu'ont entretenues la monarchie marocaine et celle britannique. Alors, je commencerai par faire une remarque pertinente, judicieuse, c'est que le Maroc et l'Angleterre ou la Grande-Bretagne, ce sont donc pratiquement les deux plus vieilles monarchies du monde avec celle du Japon et naturellement quelques-unes encore qui sont au niveau par exemple, le Danemark, en Scandinavie et tout. Et donc, à ce titre, on peut considérer que elles ont joué un rôle, elles jouent toujours un rôle significatif sur le plan de la grande diplomatie intercontinentale, n'est-ce pas? Parce que voilà, donc, le Maroc est donc une monarchie de 14 siècles et l'Angleterre aussi qui est aussi loin que la nôtre, mais qui ont su, à travers, si vous voulez, une relation presque intime, conserver, renforcer cette relation et en plus une coopération, je veux dire, entre les deux pays qui s'est modernisée au fur et à mesure. Parce que la Grande-Bretagne, c'est un pays qui investit beaucoup au Maroc. Nous avons des relations de coopération politique, bien sûr, et économique, notamment commerciale, qui se développeront encore aujourd'hui, surtout parce que la Grande-Bretagne, comme vous le savez, a quitté le Brexit et puis elle est retournée, comme on dit, au point d'origine qui est celle, je veux dire, celui d'un point d'origine, celui d'une puissance intercontinentale ouverte sur les mers, ouverte sur les continents et tout. Et la reine d'Angleterre, évidemment, la reine Elisabeth II, a joué un rôle très important, historique, inégalable, je veux dire, sans commune mesure avec ce que l'on sait par rapport au renforcement, à la présence de son pays. C'est un règne lumineux, un règne, on peut dire aujourd'hui, doré. Et donc, la Justement, coopération. Justement, vous parlez de ce règne donc du roi de la reine Elisabeth II. Donc, vous parlez de ce règne et aujourd'hui on voit ces hommages qui lui sont rendus à travers la planète. Qu'est-ce qui, selon vous, est à retenir, en tout cas du point de vue de nos pays, vis-à-vis de ce règne-là? Ben, écoutez, ce règne de la reine Elisabeth, c'est, je veux dire, un pan significatif de l'histoire du monde, parce que la reine, elle avait une, euh, une image euh, multidimensionnelle, une image politique, bien sûr, une image de stabilité nationale et régionale, intercontinentale, je le disais, une image de douceur, d'engagement social aussi, de grands principes de noblesse, si vous voulez, qui peuvent remonter à 3 ou 4 siècles auparavant. Donc la perpétuité, si vous voulez, de ce concept, de cette monarchie, c'est quelque chose qui a été très marquante. Et évidemment, le souhait serait que ça continue, ça puisse continuer avec le nouveau roi qui n'est autre que son fils Charles III.
Bon, Charles III, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, il est porté, obligé même, à perpétuer, si vous voulez, cet héritage par, les pratiques, si vous voulez, les rites, les principes, la noblesse, le titre, la culture, la place, si vous voulez, de la Grande-Bretagne dans le monde, et il ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Alors que, évidemment, il est âgé, il a 73 ans, il arrive, je veux dire, à devenir roi, n'est-ce pas, d'une grande nation à cet âge, mais il n'empêche que, de toute manière, il ne peut pas s'écarter, si vous voulez, de la culture, de l'éducation de sa mère. Et Charles, c'est aussi, n'oubliez pas, un ami du Maroc, parce que il a des relations donc avec la monarchie du Maroc très étroites et régulières. Et donc, on ne peut qu'espérer que l'héritage, le legs de la reine Elisabeth II se perpétue, fonctionne un petit peu sur les mêmes critères, sur les mêmes bases, évidemment, et avec les mêmes principes et exigences de ce que nous avons connu jusqu'ici avec la reine Elisabeth II. Donc, il faut attendre quelques jours pour voir un petit peu comment, bien entendu, les choses vont se régler. Et Dieu sait que ça va être réglé parce que ce sont des Anglais très rigoureux au niveau interne, c'est-à-dire en fait j'allais dire l'investiture par le peuple britannique, par le gouvernement qui d'ailleurs, comble de coïncidence, vient de connaître, si vous voulez, un nouveau Premier ministre, n'est-ce pas? Une dame, en l'occurrence, qui, conservatrice ou pas, on le saura, a envie, évidemment, de s'inscrire dans le respect de la monarchie britannique. En tout cas, le prince, donc Charles, comme vous le dites, qui dépasse aujourd'hui les 72 ans, vient après une longue attente donc durant le règne de sa maman. Donc, alors, comme vous le dites, les défis ne manquent pas quand même par rapport à ce roi. Alors, on rappelle à tout le monde que la monarchie britannique n'est pas une monarchie exécutive, elle est plutôt là aujourd'hui à titre honorifique et symbolique, mais malgré tout, elle symbolise l'unité. Elle a son poids. Elle a son poids. Justement, sur ce poids-là, par rapport à ce poids en termes de symbole, mais aussi de préservation de l'image de cette famille aujourd'hui, selon vous, en quoi la reine Elisabeth peut inspirer son fils Charles III? Eh bien, d'abord sur le principe, si vous voulez, de l'unité ou de la réunification, parce que quand même c'est un empire, et un empire évidemment qui a, j'allais dire, des provinces, entre guillemets, et des pays voisins qui sont l'Écosse, l'Irlande et tout le Commonwealth éventuellement. Donc c'est un empire, entre guillemets, qui subsiste encore, et le roi se doit de préserver cette image de cohésion, d'unité à tous les niveaux. L'Angleterre, maintenant, c'est une puissance qui participe, par exemple, à tous les engagements internationaux de la diplomatie multilatérale, et même au niveau, par exemple, des conflits comme en Ukraine, elle est présente, elle est en première ligne. Donc, l'Angleterre a joué un rôle, si vous voulez, au niveau du règlement des problèmes au Proche-Orient. Elle va être peut-être encore appelée à se redéfinir par rapport à ce dossier. Les relations avec la Chine, les relations avec l'Europe qui sont très, très, très compliquées. Donc, il y a des dossiers aussi, n'est-ce pas, que, bien entendu, c'est la nouvelle première ministre qui va s'en charger, mais il n'empêche que le roi a son mot, peut-être même son petit mot à dire sur ce sujet, parce que c'est l'engagement de l'image, comme toujours depuis des siècles, de l'Angleterre, qui est convoqué, invoqué, et donc aussi qui aujourd'hui, peut-être que Charles va non pas tourner la page, mais changer un petit peu la méthode de règne et aussi sa présence, les méthodes de sa présence au niveau, si vous voulez, de l'État et des institutions royales et des institutions gouvernementales en Grande-Bretagne. Mais il faut quand même être patient, attendre un petit peu sa proclamation officielle, évidemment, attendre aussi la réunion qu'il y aura avec voilà, son intronisation, et on verra un petit peu les orientations qu'il peut inspirer,
n'est-ce pas? Parce que de toute façon, l'alternance en Angleterre, elle joue très très bien. Quand ce n'est pas les conservateurs, c'est les libéraux ou c'est les travaillistes éventuellement qui sont là, présents. C'est des forces très, très concrètes et très puissantes. Et donc, on attendra un petit peu pour voir comment va s'aménager cette relation, si vous voulez, entre la Cour et l'État. Alors, cela dit, plus globalement, on sait que tout ceci intervient, comme vous l'avez dit, dans un contexte de changement de gouvernement au Royaume-Uni. En tout cas, j'aimerais bien partager avec vous votre café. Hein. Je vois que vous avez du mal à vous en passer. J'imagine que c'est un très bon café. Alors, comme je le disais, tout ceci intervient dans un contexte de changement donc, de gouvernement en Grande-Bretagne, mais il y a autre chose aussi, parce que le roi d'Angleterre et aussi le roi donc, dirige cette fameuse communauté qu'on appelle le Commonwealth. On voit pas mal de pays qui commencent à, en tout cas, soit exiger leur séparation de ce Commonwealth. On a vu le cas des Barbades récemment. Actuellement, on parle de l'Australie et de la Jamaïque. À ce niveau-là, comment le nouveau roi parviendra à maintenir ces pays dans le giron du Commonwealth? Vous savez, aujourd'hui, c'est la mode, ce qu'on appelle le détachement, un petit peu. Le détachement, ça ne veut pas dire rupture. Et évidemment, ça me rappelle personnellement les années 60, quand il y a eu ce vent, ce souffle énorme je dirais, de décolonisation et de désir d'indépendance. Mais n'importe comment, chaque pays dans le monde, obligeamment, doit quelque chose à l'Angleterre, n'est-ce pas? Et évidemment, c'est pas l'empire s'est disloqué, mais il ne s'est pas divisé. Et c'est cette volonté de se départir un petit peu, si vous voulez, du règne anglais, chez donc des pays comme l'Australie, les Barbades et tout ça, ne signifie pas forcément une séparation, n'est-ce pas? C'est simplement le désir d'instaurer de nouvelles règles de cohabitation, entre guillemets, de coopération entre l'Angleterre et ces pays qui, évidemment, faisaient, j'allais dire, la grande richesse et la grande force de l'Angleterre. Et moi, je ne crois pas qu'il y a séparation totale au point qu'il y ait, donc, je vais dire, rupture et abandon. Non. L'Angleterre, elle est quand même, c'est une puissance économique, c'est quand même un membre important du Conseil de sécurité. C'est aussi un pays très engagé dans des luttes communes à travers le monde. C'est un roi qui symbolise l'unité, la cohésion et la cohérence en même temps, si vous voulez, de tout ce groupe du Commonwealth et d'autres pays en Afrique. Et je pense que ce détachement des Barbades, de l'Australie et peut-être d'autres pays ne signifie pas rupture. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument, je veux dire, attendre l'inédit ou la nouveauté et évidemment la nouvelle conception, si vous voulez, du règne et de la coopération entre l'Angleterre et ces pays. Et donc, alors, il faut rester optimiste. Revenons un peu sur, comme on le voit donc sur ces images qui viennent de défiler, la famille royale elle-même. On sait que le roi Charles, hein, désormais Charles III, a un fils qui est très apprécié, en tout cas sur le plan public, c'est le prince William. De l'autre côté aussi, on sait qu'il y a pas mal de choses, pas mal de bisbis au sein de cette famille-là. Comment gérer tout cela? Parce qu'on a l'impression quand même la reine Elisabeth avait réussi à faire preuve d'une grande sagesse dans sa gestion des remous au sein de cette famille-là. Comment le nouveau roi parviendra à gérer, notamment à travers... on sait que l'ordre de succession est bien évidemment clair et établi, mais comment gérer peut-être ces différences qu'il y a et ces mésententes qu'il y a de temps en temps dans cette famille, et dont le plus célèbre est celui donc, du jeune frère du prince William depuis son mariage avec Meghan. Oui, ben, c'est une originalité. Vous savez, le roi Charles III, c'est aussi un père. Ce n'est pas uniquement un roi. Il ne faut pas le figer dans cette image, si vous voulez, à la limite arbitraire d'un roi qui peut être, je veux dire,
confronté à des problèmes et à des situations propres à la monarchie. C'est un père de la famille régnante et un père de la nation. Et donc, il ne va pas laisser s'étaler un petit peu les divergences. Bien sûr, il y a des ambitions personnelles, mais déjà, les choses sont claires par rapport à ce qu'on peut appeler la loi fondamentale anglaise, qui confie évidemment la succession au prince que vous connaissez, donc que vous avez cité, et il n'y a pas de doute là-dessus. C'est réglé comme du papier musique, n'est-ce pas? Et donc tout ce qu'on peut maintenant attendre, c'est une gestion aujourd'hui sur le plan familial. Je pense que Charles va devoir y mettre la main. Ce sont quand même ses enfants, et comme partout dans le monde, vous avez dans les familles, vous avez des divergences. Vous avez des garçons ambitieux qui sont portés sur une course à la, j'allais dire, pas au pouvoir, mais à la domination et à l'influence et tout et tout. Et puis vous avez d'autres qui ne sont pas aussi ambitieux, mais qui s'inscrivent aussi dans cette dynamique qui va être aujourd'hui nouvelle, insufflée, et donc à laquelle il faut prêter attention dans les mois à venir, parce que tout simplement, c'est quand même l'intérêt de la famille royale pour apaiser les choses et l'intérêt aussi de l'Angleterre pour avancer, si vous voulez, dans sa politique nationale et internationale. Et moi, je doute fort qu'il y ait encore, je veux dire, une continuité, si vous voulez, dans le sens de ces conflits d'intérêts, de ces conflits personnalisés, etc. L'âge aussi joue. Et les enfants maintenant, les enfants de Charles, qui sont donc les princes, entre guillemets, héritiers tous les deux, parce que c'est ça, ils peuvent aussi contribuer finalement à la stabilité du règne de leur papa, parce que, bon, il a déjà donc à peu près 73 ans, et je pense qu'il va devoir jouer la carte de la modération et de la stabilité, de l'unité surtout. De l'unité. Merci à vous, Hassan Alaoui. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du magazine Le Maroc Diplomatique. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je peux rajouter une petite phrase? Très rapidement, on a déjà épuisé notre temps. Rapidement, d'accord. Très rapidement, c'est que vous n'oubliez pas que la reine d'Angleterre est venue au Maroc. Elle a été reçue par le roi Hassan II. Bien sûr. Et le roi Hassan II s'est rendu à Londres dans un voyage fantastique auquel j'ai participé personnellement. Ah ben, voilà. C'est de beaux souvenirs pour vous. On l'a d'ailleurs montré les images tout à l'heure. Merci à vous encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.